Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter la pile de livres que j'ai lus. Donc c'est une update lecture tout simplement, vous m'excuserez pour cette lumière qui est très très claire aujourd'hui. Mais je filme à la lumière du jour et il fait très très beau chez moi en ce moment, donc voilà. J'ai des services presse à vous présenter et des livres que j'ai achetés de moi-même bien sûr. J'ai un peu de tout, j'ai des grands formats, des formats pocket, enfin des formats poche. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Et donc voilà, premier livre que je me suis acheté, c'est Nous sommes tous des féministes. Vous m'excuserez, la luminosité est affreuse. De Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Folio. Donc c'est un tout petit livre. Ce livre est suivi de l'histoire des Marieuses, que moi je n'ai pas lu mais je juste lis. Le livre qui est inspiré de sa conférence, donc TEDx Houston, qu'elle avait fait en Afrique tout simplement. Et dedans elle explique les mœurs en fait, de la façon qu'on a d'élever nos enfants, la façon qu'on a de penser, la façon dont on agit tout le temps et qui est vrai. On est encore dans un monde très machiste. Moi ça m'a fait un petit peu réfléchir parce que c'est vrai qu'à une petite fille on a tendance de tout le temps lui acheter des poupées, des dinettes, tout ça, tandis qu'un garçon on va plus lui acheter des voitures et des jeux de construction. Dedans elle l'explique également que on ne devrait pas habituer nos enfants comme ça dès leur plus jeune âge. Elle explique également dedans que quand on regarde bien les présidents, les hommes en tête dans le monde, les hommes les plus fortunés, quand je dis les hommes, c'est en catégorie, hein, c'est vraiment l'homme, la race humaine. Et ben, il y a tout le temps, et en général, ce ne sont que des hommes, c'est rarement des femmes qui sont en tête. Donc voilà, dedans elle explique très très bien, même que elle explique par rapport aux mœurs que ça c'est plus, être féministe c'est plus occidental, donc pour l'Amérique du Nord et pour les pays de l'Europe, que pour les pays d'Afrique, admettons, parce qu'elle elle est africaine et dedans elle explique que là-bas c'est très très mal vu. Déjà que nous en France on est mal considéré si on est féministe, hein, on est, moi-même je me revendique un petit peu féministe, j'ai pas honte de le dire, parce que j'en ai marre que l'homme soit tout le temps à ce niveau-là et que la femme elle soit à ce niveau-là, au niveau des payes et tout ça. Je trouve ça vraiment très discriminatoire, le fait qu'on nous dise si t'es un homme tu seras mieux payé qu'une femme alors qu'on fait exactement le même. Et donc dedans elle explique tout ça, et vraiment elle explique aussi que elle en Afrique c'est un pays très machiste où l'homme est au-dessus de tout, où l'homme décide de tout, et ça je déteste ça. Donc si jamais vous voulez réfléchir un petit peu, c'est un livre qui se lit très très vite, hein. Vous pouvez voir c'est 70 pages et le discours en lui-même doit faire une quarantaine, cinquantaine de pages, et ça je le recommande vivement. Ensuite, second livre que j'ai lu, donc c'est aux éditions Les Allusifs. Donc c'est Greg Shreve, Une nuit au Mississippi, et là ça traite la ségrégation raciale aux États-Unis tout simplement. Là c'est en 1960. Donc on suit l'histoire de Graden et Warren Williams, qui sont deux jeunes frères afro-américains qui travaillent dans la plantation de coton de leur père. Et donc vous avez Warren qui lui ne cherche pas à aller au-delà de ce qu'il a le droit de faire. En fait il veut pas aller au-delà des lois, tandis que vous avez Graden qui lui veut aller à l'école, veut en apprendre, veut arrêter cette ségrégation. Il en a marre que les noirs soient pris pour des personnes plus basses que les autres, moins fortes que les autres et moins intelligentes que les autres, alors que non, nous sommes tous les mêmes personnes et on est à pied égal, hein, sur cette terre. On a un nez, on a des cheveux, on a une bouche, on a des bras. Il n'y a rien qui nous différencie à part la couleur, et ça je trouve ça vraiment vraiment petit dans le cerveau, hein. Et donc vous avez Graden qui va vouloir s'émanciper de ce style de vie. Il en a marre de devoir vivre caché, de devoir obéir aux blancs, de devoir être contraint à ce qu'un blanc lui dit. Il y a notamment cet épisode où le père étant malade, c'est Graden et Warren qui vont aller vendre leur sac de coton à un racheteur, donc qui est blanc. Et Graden va se rendre compte que dans le calcul, la personne s'est trompée et qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'argent que ce que le monsieur veut leur donner. Et donc de là, il va
il va lui expliquer qu'il sait compter, qu'il n'est pas idiot, et vous allez avoir donc le monsieur blanc qui va leur donner, il me semble, au lieu de leur donner une trentaine de dollars, va leur donner au final 13 dollars. Et donc vous vous doutez bien que quand ils vont rentrer, Warren et Graden vont se faire taper sur les doigts. Mais Graden s'en fiche parce qu'il a raison, il sait pourquoi il a fait ça, et voilà. C'est un livre qui m'a moyennement plu en fait, parce que je trouve que le sujet est traité, mais vraiment d'une façon légère. C'est quand même un gros sujet, hein. Moi j'ai déjà lu des livres beaucoup plus choquants que ça. Je me souviens, je sais plus c'est quoi, ça doit être Sweet 16. Et dedans, elle nous dit carrément, là-bas, les blancs, ils idéalisent le fait de détester les noirs. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à l'époque, il y avait même des cartes postales où on voyait des personnes de couleur pendues à des lampadaires dans les rues. Et ça, ils en faisaient des cartes postales et ils étaient contents de montrer ça. Et là, je trouve que le sujet est vraiment traité infiniment parce que Graden, il y a un moment, il va se faire assassiner parce que voilà quoi. Et en fait, le livre est alterné d'un chapitre dans le passé et d'un chapitre dans le présent. Et vous allez avoir Warren qui va rechercher en fait tout simplement la dernière personne qui est complice dans l'assassinat de son frère, de son petit frère. Et donc il va le suivre un peu partout et il va le retrouver, je crois, c'est dans une province de l'Ontario. Et voilà. Et c'est à lire, moi je l'avais reçu dans l'Exploratory Box. Je dis pas que c'est une mauvaise lecture, mais moi j'ai pas très aimé. Et puis vous allez voir que c'est... Oh, je sais pas si vous allez voir bien correctement. Voilà. C'est vraiment très aéré. Il y a 100... Ouais, il y a même pas 200 pages. Ça va très très vite. Mais ça se lit. Franchement, ça se lit. Je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'ai moyennement aimé. Donc ensuite, bien sûr, vu que je suis un mouton, j'ai acheté Minute Papillon d'Aurélie Valogne, publié le livre de poche. C'est un format poche. Alors ça, c'est vraiment un roman feel good. Donc dedans, on suit Rose qui a 36 ans, qui est une mère célibataire d'un garçon, j'allais dire d'un petit garçon, mais non, d'un garçon de 18 ans. Et un jour, elle perd son boulot, donc elle est une nounou, et la femme qui n'a plus besoin d'elle, parce qu'elle déménage, il me semble, elle va travailler autre part, va lui donner des contacts, et c'est une dame donc qui s'appelle Véronique, qui est une fille très despotique et qui voudrait qu'on s'occupe d'une personne chez elle et qu'on tienne compagnie. Rose, excusez-moi, va y aller pensant qu'elle va devoir s'occuper d'une vieille dame pour qui elle va vraiment s'attacher. Pourtant la dame, elle est vraiment cynique, hein, dans sa tête, elle est pas... Il faut tout nettoyer, elle peut pas sortir, l'air dehors est irrespirable, chez elle si on touche à un meuble elle est obligée de le nettoyer, un tas de choses comme ça. Et moi j'ai vraiment aimé parce que quand elle y arrive, en fait, dans un premier temps, la première fois qu'elle y va pour garder, elle pense qu'elle doit garder la mémé, la grand-mère, donc Colette, et en fait au final elle se rend compte qu'elle doit garder un chien. Et c'est vraiment, c'est un chien qui doit aller voir un thérapeute, tous des trucs comme ça. Et franchement, c'est vraiment une histoire feel good avec une petite histoire de romance en même temps dedans. Vous allez voir, c'est très très... Ah ouais, malin, parce que c'est très éclairé. C'est vraiment très aéré, ça se lit hyper vite. Il y a quoi? Il y a peut-être 230 pages. Ouais, il y a quand même pratiquement 300 pages, mais ça se lit vraiment d'une rapidité. Moi, ce que je fais quand il y a des petits livres comme ça, que je sais que je vais lire vite, j'essaye de les étaler au moins sur 2 jours, comme ça je les mange pas, quoi. Mais sinon, ça c'est vraiment un petit livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu directement, j'ai pas cherché à comprendre. Donc voilà, je le recommande vivement, c'est vraiment un feel good et c'est vraiment très très bien. Ça nous fait rire, il y a des moments là un petit peu chagrinés, mais pas énormément, mais ça vraiment, c'est un bon livre. Ensuite, là, on va passer au service presse. Donc, le premier service presse que j'ai reçu, donc c'est Manhattan Marilyn aux éditions critiques de Philippe Laguerre. Donc, dedans, en fait, on retrouve Christine Oroyo, qui est une ancienne marine en Irak. Donc, le roman se passe, vous l'avez deviné, à Manhattan, donc à New York. Son grand-père est décédé, elle retrouve des photos. Voilà. De là, elle... en fait... Ça, ce qui n'y a rien à voir avec les photos, c'est qu'elle va faire un mouvement en fait. Elle en a marre que les minorités soient traitées comme des minorités
aux États-Unis. Et donc ce qu'elle va faire tout simplement, c'est qu'elle va faire des manifestations. Et de ces manifestations, il y a quelqu'un qui va vraiment s'y intéresser et il me semble que c'est Thomas. Thomas va prendre des photos de ce mouvement et en même temps, il va demander l'accord à Christine s'il a le droit de la prendre en photo pour en faire d'elle son héroïne dans sa galerie parce qu'il va faire une galerie. De là, elle va accepter Christine et Christine va en même temps lui demander si elle peut regarder les photos que son grand-père a fait. Et quand Thomas va découvrir le prénom de son grand-père, il va se rendre compte que c'est quelqu'un qui était très connu à l'époque pour être photographe. Et donc Thomas va décider de faire une conjonction entre les deux parce que Marilyn était quelqu'un de révolté à sa façon et Christine est révoltée à sa manière également. Et il va switcher les deux en même temps pour faire une grande galerie donc, de Marilyn et d'elle. Durant la présentation, en fait, la présentation de la première fois de cette galerie, il va y avoir il me semble que c'est Yann ou que c'est Michael, je ne saurais plus vous dire. Il va venir et il va vouloir acheter les photos de Marilyn que le grand-père de Christine a fait. Et c'est là qui est très, très contradictoire parce que Christine va accepter de vendre ses photos à ce riche en fait. Et vous avez dans son mouvement à elle où elle manifeste, vous avez 99%, donc c'est les minorités, et les 1%, donc c'est les personnes très très riches. Et ce Michael ou ce Yann fait partie des 1% et il va lui racheter tout. Mais seulement Thomas va vouloir s'intéresser un peu plus et il va décortiquer chaque photo de Marilyn. Et à un moment, sur une photo, c'est la photo du métro, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il fait tout et il se rend compte que l'image n'est pas du tout truquée, ce n'est pas un photomontage. Et de ce fait, il va appeler Christine pour lui dire qu'il faut qu'il lui parle absolument de quelque chose, mais qu'il ne peut pas lui en parler au téléphone. Et juste après ça, en fait, il n'a pas le temps de finir son appel avec Christine qui ne répond pas, donc c'est un message vocal. Il se fait assassiner et de là, en fait, on va suivre toute l'histoire donc de Marilyn, de Christine, qui va rechercher pourquoi Thomas a été tué et pourquoi peut-être est-ce que ça a un rapport avec ces photos de Marilyn. Et vous allez voir un énorme complot et tout ça. Moi j'ai énormément aimé. Je sais pas si vous allez voir, là j'ai mis des petits post-it en fait. C'est parce que le livre est en 7 parties. Et ça se lit vraiment très vite. Moi je remercie Philippe qui me l'a envoyé. Et qui plus est, il m'avait dédicacé le petit marque-page. J'ai vraiment aimé, j'ai fait une chronique sur mon blog si vous voulez. Voilà. Donc je le recommande vivement. Ensuite, j'ai reçu 2 livres comme ceci. Donc, c'est de Virginie Vanos aux éditions Edilivre. Le premier que j'ai reçu, donc il s'agit de, vous n'allez pas voir, de Battu. Virginie Vanos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une Belge qui est qui a fait du théâtre, qui a fait du cinéma et qui a également posté, qui a fait des photos. C'est un peu une touche à tout, on va dire. Et malheureusement pour elle, de 2000 à 2002, elle a été victime de violences. Elle pensait avoir trouvé l'amour en trouvant Elsa, le petit ami parfait. Hein. Et au final, ce n'est pas du tout l'amour avec un grand A, c'est plutôt un poison avec un grand P. Donc elle va être battue, elle va être torturée, elle va être humiliée parce que le monsieur Reza au début va se comporter comme un petit prince et après vous allez voir que de petit prince ça va être un grand... Je ne dirai pas le mot mais je suppose que vous devinez. Ça c'est le genre de livre en fait qu'il faut lire si vous avez déjà été confronté à ce genre de choses. Je parle pas pour vous-même forcément, hein. Peut-être quelqu'un dans votre famille, moi ça a été mon cas dans ma famille, je connais quelqu'un qui a vécu ça dans mon entourage proche. Et donc forcément, j'ai lu ce livre en étant vraiment touchée. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dedans, c'est qu'elle le traite d'une manière avec de l'humour. Bon, c'est un humour noir, hein, mais franchement, c'est vraiment... C'est pas du sujet lourd, où vous voyez qu'elle se fait battre tout le temps, qu'elle est tout le temps morfond sur elle-même. Non, là, elle le traite vraiment avec humour parce que vraiment, il faut avoir tenu le coup. Hein. Moi, il y a un passage
où elle est en train de se doucher et qui lui hurle dessus parce qu'il pense qu'elle est en train de se masturber dans la douche et que monsieur n'est pas content parce qu'il pendant que elle se douche donc une pièce à côté, lui il est tout seul dans le canapé. Et il y a aussi ce style de vie où si tu dors plus de 2 heures par jour, et ben t'es raga en fait parce que t'es pas un artiste et les artistes c'est eux les plus cool et les artistes ne dorment pas plus de 2 heures par nuit, hein, c'est bien connu. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre, un livre qu'il faut lire. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc vu que j'ai beaucoup aimé La Plume de Virginie Vanos, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer son second roman. Donc là c'est Le Spectateur, donc on suit les aventures de Axel qui est un jeune psychiatre et qui va rapidement être confronté au cas d'Alexandra Mars. Alexandra Mars qui est une photographe et reporter en même temps et qui a survécu à un otage où sa cousine, elle malheureusement, y a décédé. Et lui, tout au début, il pense que c'est de là qu'elle a un traumatisme, mais non, elle n'est pas traumatisée du tout, c'est juste qu'elle a un problème de personnalité, qu'elle se cherche. Et donc c'est assez intriguant parce que dès le début, on voit qu'il fait énormément de recherches sur Alexandre. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai tout le temps dit à Véronica Mars, hein, la série. Donc dès le début, il fait énormément de recherches sur Alexandra pour savoir qui elle est et ce qu'elle fait. Et pour le peu qu'il ne va pas la voir, il va faire toujours ses recherches pour savoir ce qu'elle est en train de faire. Et donc voilà, après vous allez voir que petit à petit, elle va disparaître du roman. En fait, je veux dire, il n'y aura plus de dialogue entre eux deux, mais dans son esprit, elle va être tellement présente. Il va devenir un petit peu fou, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. En fait, c'est le psychiatre qui devient patient au bout d'un moment. La fin, elle m'a laissé tout toi. Hein. Franchement, j'ai pas forcément compris. J'étais vraiment dégoûtée de cette fin parce que moi j'aurais bien voulu un happy ending. Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça. C'est quelque chose qui se lit très vite. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très aéré. Il y a moins de 200 pages, il me semble. Vous n'allez pas voir parce que la luminosité est atroce. Ça, c'est des livres vraiment que j'ai aimé. Que ce soit celui-ci ou celui-ci, là pour le coup, je les ai vraiment lus en une journée. J'ai pas cherché à les étaler. Hein. Donc voilà, j'ai déjà publié mes critiques. En fait, je pose plus facilement des critiques pour les services presse que des livres que je lis de moi-même, que j'achète de moi-même, parce que j'estime qu'à partir du moment où ils me les envoient à titre gracieux, et ben c'est normal que je dois publier sur Babelio, sur Booknode, que je poste quand ils me le demandent des commentaires sur Amazon et sur mon blog naturellement. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai vraiment hâte de découvrir des nouveaux romans de cette autrice. Je sais que normalement autrice ça ne se dit pas, mais j'en ai marre de tout le temps devoir utiliser du masculin pour quelqu'un qui écrit et que c'est une fille. Donc voilà, oui, c'est mon petit côté féministe. Donc voilà, c'était mes lectures du mois d'avril principalement. Donc je suis vraiment très contente. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Je serais vraiment très contente de pouvoir vous lire. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.